C'est une image qu'on ne voit quasiment nulle part ailleurs dans le monde. Un chef d'État, debout, devant la maquette d'un porte-avions nucléaire. Son porte-avions. Celui que son pays vient de commencer à construire. Le 18 mars 2026, Emmanuel Macron se rend sur le site de Naval Group, à Nantes-Indray, en Loire-Atlantique. Et il dévoile le nom du futur fleuron de la Marine nationale. La France libre. 2 mots, lourds de sens, lourds d'histoire, lourds de politique aussi. Ce n'est pas un hasard si Macron a choisi ce nom, le mouvement fondé par De Gaulle depuis Londres en juin 1940, symbole de la résistance et de la souveraineté recouvrée. Dans la continuité du Charles de Gaulle, le navire s'appelle désormais comme le mouvement que De Gaulle lui-même a créé. Mais derrière la symbolique gaulliste soigneusement orchestrée, il y a un programme industriel titanesque, des enjeux stratégiques majeurs, et quelques questions qui dérangent. Aujourd'hui, on décortique tout. D'où vient ce projet ? Qu'est-ce que ce navire va changer concrètement ? Quel est le vrai coût, financier et stratégique ? Et surtout, la France est-elle vraiment souveraine sur ce programme ? Commençons par une évidence qu'on oublie souvent. La France est le seul pays au monde, en dehors des États-Unis, à opérer un porte-avions nucléaire à catapulte. Un seul, le Charles de Gaulle. Mis en service en mai 2001, après un chantier entamé à la fin des années 1980, il est aujourd'hui le bâtiment amiral de la Marine nationale. Il a participé à des opérations en Afghanistan, en Libye, en Syrie, dans le Golfe Persique. Il est la projection de puissance française par excellence. Mais voilà, il a 25 ans. Et dans le monde des navires de guerre à propulsion nucléaire, 25 ans, ça commence à peser. La Marine nationale a fixé son retrait définitif à 2038. Ce calendrier n'est pas négociable, pour une raison très simple. Un porte-avions, ça se construit en 20 ans. Les études préliminaires du PANG, le porte-avions nouvelle génération, aujourd'hui baptisé France Libre, ont été lancées dès octobre 2018. Si vous commencez les études en 2018 pour une livraison en 2038, ça vous laisse 20 ans de marge. Et encore, c'est serré. La décision de propulsion nucléaire, elle, a été annoncée en décembre 2020 par Macron, lors d'une visite sur le site Framatome au Creusot. Puis en décembre 2025, lors d'un déplacement auprès des forces françaises aux Émirats arabes unis, il confirme le lancement en réalisation. Le dossier officiel, le DLR, est signé dans la foulée. Et on arrive au 18 mars 2026, à Nantes-Indray, où le chantier est déjà en cours. Macron voit de ses yeux les premières pièces des chaufferies nucléaires, déjà impressionnantes, déjà taillées à la précision du micron. Et il baptise le navire. Ce qui se joue ici dépasse largement la cérémonie. C'est la garantie de l'indépendance française pour les 4 prochaines décennies. Maintenant, parlons chiffres, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le France Libre mesurera 310 mètres de long, contre 261,5 mètres pour le Charles de Gaulle. Son pont d'envol passera de 64 à 90 mètres de large, soit une surface totale de 17 200 mètres carrés. Environ 5 000 de plus que son prédécesseur. En termes de déplacement, on passe de 42 000 tonnes à près de 78 000 tonnes. Le navire sera donc quasiment 2 fois plus lourd. Côté catapulte, le Charles de Gaulle en embarque 2 à vapeur. Le France Libre en aura 3 électromagnétiques. La propulsion repose sur 2 réacteurs nucléaires K22 de 220 MW chacun, contre des K15 de 150 MW sur le Charles de Gaulle, soit 50% de puissance en plus par réacteur. Et l'équipage sera comparable, autour de 2000 marins. Vous voyez l'échelle du bond. Le France Libre offrira 40% de surface supplémentaire par rapport au Charles de Gaulle. Il sera 2 fois plus lourd. Et il sera, lors de son admission au service actif en 2038, le plus grand bâtiment militaire jamais construit en France. Le plus grand navire de guerre en Europe. Point. Pour vous donner une comparaison parlante, avec ses 310 mètres, il se rapproche du paquebot France, qui mesurait 315 mètres. Et le seul bâtiment militaire qui le dépasse vraiment,
C'est l'USS Gerald R. Ford américain, à 333 mètres. Mais la vraie rupture du France Libre, ce n'est pas sa taille, c'est ses catapultes. Le Charles de Gaulle utilise des catapultes à vapeur, 2. Le France Libre, lui, embarquera 3 catapultes électromagnétiques de type EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System. La même technologie que les derniers porte-avions américains de classe Gerald R. Ford. Pourquoi c'est révolutionnaire ? 3 raisons. Premièrement, des lancements plus progressifs. Les EMALS transmettent l'énergie de façon graduée, ce qui réduit massivement les contraintes mécaniques sur les aéronefs. Concrètement, cela prolonge la durée de vie des avions et permet d'embarquer des appareils plus fragiles ou plus lourds. Deuxièmement, une 3e catapulte. Ce n'est pas anodin. Le France Libre pourra faire décoller et apponter simultanément des aéronefs, ce que le Charles de Gaulle ne peut faire qu'en séquence. En clair, le rythme des missions aériennes sera bien plus élevé. Troisièmement, et c'est crucial pour les décennies à venir, les EMALS ouvrent la porte aux drones. Un drone de combat, plus léger, avec un rapport poids-puissance différent d'un chasseur habité, ne peut pas décoller en tremplin. Avec des catapultes électromagnétiques, le France Libre sera capable d'intégrer des drones de combat furtifs aux côtés de ses rafales marines. Et pour propulser tout ça, 2 réacteurs nucléaires K22 conçus par Technikatom. Chaque réacteur délivre 220 MW de puissance thermique, 50% de plus que les K15 du Charles de Gaulle. Cette puissance supplémentaire est indispensable non seulement à la propulsion du navire, mais aussi à l'alimentation des catapultes électromagnétiques et, à terme, des futurs systèmes d'armes à énergie dirigée. Le navire pourra opérer 10 ans sans intervention majeure sur ses réacteurs. Un porte-avions, c'est une plateforme. Ce qui compte, c'est ce qu'il peut projeter. Le groupe aérien embarqué du France Libre comprendra une 40aine d'aéronefs au total. À son cœur, 30 avions de combat. Pour commencer, des Rafales marines au standard F5, la version la plus avancée. S'y ajoutent 2 E-2D Advanced Hawkeye, l'avion de guet aérien avancé. Et c'est ici qu'on comprend vraiment pourquoi les catapultes sont non négociables. Le Hawkeye pèse plus de 26 tonnes à plein chargement. Son rapport poids sur puissance ne lui permet tout simplement pas de décoller sans catapulte. Un porte-avions sans catapulte, c'est un porte-avions aveugle à longue portée. Et puis, vers 2040, l'intégration progressive de drones de combat furtifs, des UCAV, qui viendront épauler les chasseurs pilotés pour des missions à haute intensité ou à fort risque. Sur le plan de la dissuasion nucléaire, le France Libre embarquera le futur missile hypersonique ASN-4G, développé par MBDA, opérationnel à l'horizon 2035. Il assurera la composante aéronavale de la dissuasion française, ce qu'on appelle la 2e composante, aéroportée, aux côtés des sous-marins lanceurs d'engins. Et c'est là que les choses prennent une dimension stratégique encore plus forte. Quelques semaines avant le baptême du France Libre, le futur sous-marin lanceur d'engins, l'Invincible, a été inauguré à l'île Longue. Ces 2 programmes, le SLE et le porte-avions, forment ensemble le socle de la puissance militaire française pour les 40 prochaines années. La dissuasion nucléaire d'un côté, la projection de puissance conventionnelle de l'autre. Maintenant, la question que certains se posent. Pourquoi ce projet est-il si important économiquement ? Réponse : parce qu'il mobilise l'ensemble de la filière industrielle navale de défense française. 3 maîtres d'œuvre principaux. Naval Group, spécialiste des navires de combat, qui assure la maîtrise d'œuvre globale et l'intégration des systèmes de combat. Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, le plus grand chantier naval d'Europe, qui construiront la coque et assureront l'assemblage final. Et Technikatom, en charge de la propulsion nucléaire, avec ses réacteurs K22. Derrière eux, près de 800 entreprises françaises, dont 600 PME et ETI, soit un total estimé à 14 000 emplois sur la durée du chantier. Et les impacts dépassent largement le cadre de la défense. Le maire de Saint-Nazaire l'a dit sans détour. Accueillir 15 000 personnes sur les 5 ans qui arrivent, ça veut dire du logement, des services publics, des écoles, de la santé. Un chantier naval de cette ampleur transforme une ville.
Saint-Nazaire l'a déjà vécu, elle le revit. Côté calendrier industriel, les chaufferies nucléaires ont commencé à être fabriquées à Cherbourg dès septembre 2025. La revue de conception préliminaire est attendue en 2028. La découpe de la première tôle à Saint-Nazaire est prévue pour 2031 ou 2032. Les essais en mer commenceront vers 2036. Et l'admission au service actif, 2038. Parlons d'argent. Et là, ça devient intéressant. Parce que les chiffres divergent selon qui parle. Officiellement, Macron annonce près de 10 milliards d'euros. C'est le chiffre politiquement lisible, celui des discours et des communiqués de presse. Mais les documents budgétaires officiels, le projet de loi de finances 2026, retiennent, eux, un plancher de 12,2 milliards d'euros. Hors infrastructure, hors aéronef. Et si on intègre le maintien en conditions opérationnelles sur 40 ans, donc jusqu'aux années 2080, on dépasse probablement les 15 milliards. Pour comprendre l'ampleur du glissement budgétaire, la LPM 2024-2030 estimait le coût à 5 à 7 milliards d'euros. En 5 ans, la facture a plus que doublé. Et pour financer ça, l'État a prévu un échelonnement. Une première tranche de 8,5 milliards fin 2025, une seconde de 2,5 milliards en 2026. C'est ce qu'on appelle la tranche ferme, le jalon budgétaire qui conditionne tout le reste du programme. À noter qu'un rapport parlementaire d'information publié en 2025 envisageait ouvertement un report du programme pour des raisons budgétaires. Il n'a pas eu lieu. Mais ça donne une idée des débats qui ont précédé le lancement. Et on arrive au sujet le plus délicat. Celui que les discours officiels n'évoquent qu'en termes soigneusement choisis. L'Élysée revendique 90% de valeur ajoutée française sur le PANG. Ce chiffre est défendable sur le plan comptable. Il masque pourtant une réalité stratégique plus inconfortable. Les catapultes EMALS viennent des États-Unis. Le fournisseur, c'est General Atomics, une entreprise américaine. La DSCA, l'Agence américaine de contrôle des exportations de défense, avait autorisé dès 2021 la vente à la France de 3 catapultes et d'un système d'arrêt pour environ 1,2 milliard d'euros. En février 2026, un nouveau contrat de 43 millions de dollars a été notifié pour finaliser la configuration technique. Ce n'est pas anodin. Sur le Charles de Gaulle, les catapultes étaient déjà d'origine américaine, mais la technologie était mûre, maîtrisable. Avec les MALS, c'est différent. La France ne maîtrise pas la couche logicielle de contrôle en temps réel, ni le moteur linéaire. Ce sont des briques technologiques de rupture, dont seule une entreprise américaine dispose à l'échelle industrielle. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Que la disponibilité opérationnelle du France Libre, son cœur aéronaval, dépend d'une chaîne logicielle et industrielle dont la France n'est pas entièrement maître. Des députés ont d'ailleurs demandé une étude de faisabilité pour développer des catapultes électromagnétiques françaises. La question est sur la table. Elle n'a pas de réponse pour l'instant. Pour être juste, la France reste pleinement souveraine sur l'essentiel. L'architecture navale, la propulsion nucléaire, les systèmes de combat, la conception globale. Mais sur la technologie clé qui conditionne les performances aéronavales, il y a une dépendance. Et dans un contexte géopolitique où les États-Unis reconsidèrent leurs engagements, y compris en matière d'exportation de défense, c'est une variable à surveiller. Reste un dernier angle, souvent posé par les détracteurs. Est-ce qu'un porte-avions, en 2026, a encore du sens stratégique ? L'argument « la Chine et la Russie ont développé des missiles hypersoniques », les fameux « tueurs de porte-avions », spécifiquement conçus pour percer les défenses. La prolifération des drones marins et aériens à bas coût permet des attaques en essaim, capables de saturer les systèmes de protection d'un bâtiment à plusieurs milliards d'euros. La réponse ? Le France Libre est conçu en tenant compte de ces menaces. Ces réacteurs K22 de 220 MW fourniront la puissance nécessaire à des futurs systèmes d'armes à énergie dirigée, laser, armes électromagnétiques. Il opérera toujours au sein d'un groupe aéronaval complet, avec des frégates de défense et d'intervention, des sous-marins d'attaque et une supériorité informationnelle réseau-centrique.
Et surtout, un porte-avions ne s'évalue pas à l'aune d'une menace isolée, mais à l'aune de ce qu'il permet de faire que rien d'autre ne permet. Projeter de la puissance aérienne à 1300 km depuis n'importe quel océan, sans dépendre de bases terrestres alliées. C'est la définition même de l'autonomie stratégique. La France libre, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est un pari industriel, le plus grand chantier naval militaire de l'histoire française, mobilisant 800 entreprises et 14 000 emplois sur une génération. C'est un pari stratégique, maintenir la capacité de projection autonome de la France au moment précis où l'Europe doit repenser sa défense. C'est un pari technologique, intégrer les EMALS, les drones de combat, les futurs systèmes d'armes, dans un navire qui devra rester à l'état de l'art jusqu'en 2080. Et c'est aussi un pari politique, affirmer la souveraineté française tout en assumant une dépendance ciblée sur une technologie de rupture que seuls les Américains maîtrisent industriellement. Ce navire ne sera pas livré avant 2038. La première tôle ne sera découpée qu'en 2031. Mais le chantier est déjà lancé, à Cherbourg, à Nantes, bientôt à Saint-Nazaire. Et avec lui, c'est toute une vision de ce que la France veut être dans le monde des années 2040 qui prend forme, millimètre par millimètre, tonne par tonne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites une chose, likez cette vidéo. Pas pour moi, pour l'algorithme. Un like, c'est ce qui permet à ce type d'analyse de toucher des gens qui ne connaissent pas encore la chaîne. Et si vous voulez être là pour la prochaine, abonnez-vous et activez la cloche. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Et j'attends vraiment vos réponses en commentaire. La France devrait-elle lancer un second porte-avions ou concentrer ses budgets sur d'autres capacités? Drones, frégates, cyberdéfense? C'est un vrai débat qui se joue en ce moment dans les cercles stratégiques français. Donnez votre position, argumentez. À très vite.